Moi, je vais terminer dans un petit moment parce que je veux donner beaucoup de temps à la fin pour les questions. Mais Katrina et moi, nous avons une liste de livres que nous trouvons importants et je vais donner cette liste à Iris. Et donc, si vous envoyez votre courriel, votre adresse courriel à Iris, elle va pouvoir vous transmettre la liste des références. Un des livres s'appelle Quand un parent est malade et c'est rédigé par Joan Hamilton. Et c'est une question de savoir comment expliquer la maladie aux enfants. Un autre livre s'appelle Quand les dinosaures décèdent. C'est un livre pour les jeunes entre 4 et 8 ans. Moi, je l'utilise pour des plus jeunes et les plus grands également. C'est des bons livres. Et ces deux livres-là sont sur la liste que je vais transmettre à Iris. Mais juste pour terminer, je voudrais lire une citation qui a été rédigée par Dr. Wendy Harpham, parce que je trouve que ça parle de beaucoup de ce qu'on a mentionné aujourd'hui. Donc, dans cette situation, Harpham dit, le plus important cadeau que vous pourriez offrir à vos enfants, ce n'est pas la protection contre le changement, la perte d'un être cher, la douleur ou le stress, mais plutôt la confiance et les outils pour gérer toute situation qui peut se présenter et croître dans la vie. Donc, ça parle du travail que je fais avec les familles, d'aider les parents et les familles à avancer, communiquer avec les enfants et de préparer leurs enfants pour les choses difficiles qui peuvent avoir lieu dans la vie. Et une diagnostic de cancer, c'est une grosse tempête dans la vie d'un enfant, mais il ne faut jamais oublier que les enfants, malgré le fait qu'ils sont humains, ils vont vivre beaucoup de tempêtes dans leur vie. Et ça, c'est une occasion de les équiper de leur équiper des outils dont ils vont avoir besoin pour naviguer la vie. Parce qu'il y aura des moments dans la vie où les parents et les grands-parents ne vont pas être là pour les aider. Et c'est pour ça que c'est si important de dire aux enfants qu'on peut parler des choses difficiles comme on peut parler des choses faciles. Malgré la douleur et le deuil, et on peut être joyeux même dans les moments pénibles. Et ça va, parce qu'on ne veut pas que les jeunes se sentent coupables. On ne veut pas que les jeunes se sentent comme si c'est de leur faute. Parce qu'encore une fois, les enfants font leur deuil différemment, avec la joie et la peine. D'accord? Donc, je vais terminer là. J'aimerais bien entendre vos questions. Je vais mettre je vais mettre le téléphone sur haut-parleur, qui va sans doute aider. Bon, alors, mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder à notre période de questions et de réponses. Si vous avez une question, appuyez sur étoile suivie du chiffre 1 et quelqu'un va répondre à votre demande. S'il vous plaît, si vous utilisez le haut-parleur, prenez le combiné pour pouvoir poser votre question. Avez-vous des questions? Nous avons une question et on va permettre à la personne de poser sa question. Oui, bonjour. À Paul Primo. Oui, c'est moi. Je voudrais savoir comment parler aux enfants, à des enfants de 4 à 10 ans, d'une possibilité de récidive. Alors, si vous parlez à des enfants à propos du cancer, et si vous leur dites, par exemple, maintenant, le médecin dit que le cancer est parti, les enfants vont souvent poser la question, est-ce que ça peut revenir? Et c'est pour ça que c'est important d'être honnête avec eux et de dire, oui, il y a la possibilité que le cancer va revenir. Si les enfants ne posent pas cette question-là du tout, vous n'êtes pas obligé de l'aborder. Mais si, à moins que vous sachiez que ça soit fort probable que le cancer revienne, si vous croyez qu'il y a une bonne chance que le cancer va revenir, à ce moment-là, vous devriez l'aborder pour que ça ne soit pas une grande surprise. Et la façon de le dire, c'est de dire, bon, les médecins m'ont donné beaucoup de médicaments. On espère tous et toutes que le cancer est parti et que ça ne va pas revenir. Ça, c'est ce qu'on a tous essayé. Mais on va continuer à faire des tests et si le cancer revient, on va te le dire tout de suite. Donc, vous voulez que les enfants sachent qu'ils vont être tout à fait au courant
au moment où vous sachez que le cancer est revenu. Donc, s'ils n'ont pas eu de nouvelles, ils savent que vous êtes quand même en récidive, toujours en récidive. Encore une fois, s'il y a une bonne chance que le cancer revienne, ça vaut la peine d'en parler avec l'enfant, même s'ils n'ont pas posé de questions. Et encore une fois, on veut mettre l'emphase sur le fait qu'on a essayé beaucoup de médicaments, on a tout fait, et on espère tous et toutes que ça va disparaître pour toujours, mais il y a une chance que ça revienne. Et si c'est le cas, tu vas le savoir immédiatement. Peut-être qu'ils vont poser la question, mais qu'est-ce qui se passe si le cancer revient? Et c'est là où c'est important de dire au médecin et de parler au médecin et de savoir ce que le médecin peut dire. S'il y a encore un autre traitement, c'est important que l'enfant sache qu'il y a un autre traitement. Peut-être qu'on va utiliser un autre médicament. Et c'est là où vous pouvez utiliser les termes radiation, chimio, etc. Les enfants vont employer ces termes-là et vous voulez les expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire une chimio? S'il n'y a plus de traitement à ce moment-là, vous voulez que l'enfant le sache à ce moment-là également. Mais si vous êtes par exemple à un moment où il n'y a plus de traitement, c'est important de dire aux enfants qu'il y aura également des traitements pour s'assurer que la personne meurt confortablement. Alors, c'est important d'aborder toujours la conversation par rapport à la mort. C'est important d'être honnête. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de savoir que vous allez mourir pour en parler aux enfants. Donc, vous pouvez dire à l'enfant, par exemple, il y avait une possibilité de ça, mais on espère que ça ne sera pas le cas. Et maintenant, les médecins disent que les choses vont bien. Si c'est le cas, les enfants peuvent gérer l'ambiguïté plus qu'on pense. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Le membre de la famille n'est pas en local, n'habite pas localement, mais habite en Outre-mer, par exemple. Est-ce que c'est important de parler à la personne directement? Vous voulez dire si c'est un parent ou un grand-parent qui habite ailleurs? Oui. Bon, alors, si la meilleure personne qui peut fournir l'information, c'est le parent ou la personne qui a la garde totale de l'enfant. Si la personne est loin, c'est très important de permettre à l'enfant de parler à cette personne-là. Et peut-être que l'enfant peut parler à cette personne-là au téléphone, par le biais des lettres. Souvent, ce qu'on dit, c'est que malgré le fait que la personne soit à la maison ou à l'extérieur, si une personne malade est très malade, souvent les enfants ne savent plus comment interagir avec cet enfant-là, avec cette personne-là plutôt. Et c'est là où il faut aider les enfants. Il faut leur fournir d'autres possibilités d'interagir avec cette personne-là. Donc, si c'est quelqu'un qui est à l'hôpital, souvent les enfants ne peuvent pas rester à l'hôpital avec la personne. Et c'est là où on va souvent faire des choses, et ça peut se faire dans n'importe quel hôpital, où on prend un drap ou une couverture et on trace les bras de l'enfant sur ce drap, et les enfants peuvent écrire des messages, je t'aime, je pense à toi. Et ensuite, souvent, on découpe les bras et les mains, et c'est ce qu'on appelle un câlin ou une caresse. Et donc, l'enfant peut laisser ce câlin ou cette caresse à l'hôpital avec le parent ou le grand-parent. Et c'est leur façon de se sentir comme s'ils sont toujours avec le parent ou les grands-parents, même si eux, ils ne sont pas là. Si c'est quelqu'un qui est à l'extérieur, qui est plus loin, c'est très important de permettre à l'enfant de communiquer avec cette personne-là et d'être impliqué. Et ça, c'est peut-être une question de faire des dessins et de les envoyer, de faire un câlin ou une caresse dans un drap et de leur envoyer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voudrais remercier Madame Paul pour sa bonne question. Et je voudrais remercier également Andrea Warnick et Katrina Longfield pour leur conférence et à Christine Nuss pour sa traduction. Si vous voulez réécouter cette session ou si vous voulez partager cette session-là avec des amis ou des collègues, ça sera disponible sur YouTube. Notre prochaine téléconférence va s'intituler « Est-ce que les essais cliniques sont pour vous ?» de l'information par rapport aux essais cliniques, et ça va avoir lieu mercredi le 18 mars 2009 de 13h30 à 14h30 heure de l'Est.
Je voudrais également vous rappeler de renvoyer vos formulaires d'évaluation parce que votre feedback est très important. Merci beaucoup d'avoir pris part, d'avoir participé à notre session aujourd'hui.